Mon cher Saïd, merci beaucoup pour cette très aimable présentation. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour la qualité de l'organisation des journées de l'AMCAR, des 27e journées, et à travers toi, l'ensemble du bureau. Et donc, quand tu parles, bien entendu, de nouveautés, ça tombe bien puisqu'on vient d'avoir les nouvelles recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle. Et donc, ces recommandations qui viennent de tomber en juin dernier, et ils ont apporté énormément de choses qu'on essaiera de partager à l'occasion du lancement de l'Ilisor, qui est l'association d'un IEC de l'isinopril et de l'amlodipine, une association d'un IEC, d'un inhibiteur calcique extrêmement intéressant dans la prise en charge de nos hypertendus. Alors tout d'abord, comme chacun le sait, l'hypertension représente un problème mondial. C'est une des premières causes de mortalité dans le monde, puisque chaque année, on a 10 millions de personnes qui meurent d'hypertension artérielle. Et le nombre d'hypertendus ne cesse d'augmenter, en particulier en voie de développement par rapport aux pays développés. Et on compte dans le monde quelque chose comme 1,4 milliard d'hypertendus. Et sur ces 1,4 milliard, il y aurait à peu près un nombre beaucoup plus important dans les pays en voie de développement par rapport aux pays développés. Et se pose un certain nombre de problèmes de prise en charge, bien entendu, thérapeutique. Alors, comme je viens de le dire, il y aura en 2025 quelque chose comme 1,5 milliard d'hypertendus et on le sait aujourd'hui que l'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, d'ischémie myocardique, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, de déclin de fonction cognitive, d'accidents vasculaires cérébraux, de fibrillation auriculaire, de rétinopathie ou d'atteinte artérielle périphérique. Donc c'est un facteur de risque majeur de mortalité et cardiovasculaire. Alors ces recommandations qui sont internationales, qui viennent de tomber, insistent sur d'abord la mesure de la pression artérielle, et je me permets devant un parterre de cardiologues de renommée de rappeler quelques lignes, que les patients doivent être assis avec un dos bien supporté. Il faut parler pendant la prise de tension artérielle. Il faut que le brassard fasse le tour du bras. Et donc, il faut, dans un cabinet, avoir 3 brassards, un petit, un usuel et un large. Il faut que le bras soit au niveau du cœur. Il faut que l'appareil électronique soit validé. Et bien sûr, il faut prendre la pression artérielle pendant 3 fois. Il faut la moyenne des 2 dernières prises. Et l'idéal, c'est de prendre la tension, comme chacun le sait, en automesure de pression artérielle, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours successifs, et faire la moyenne de ces prises tensionnelles. Alors, heureusement, les recommandations n'ont pas changé et on reste sur l'hypertension avec des chiffres de plus de 140, 90 mm de mercure. On est en hypertension grade 1, plus de 140, 90 mm de mercure, et on est en grade 2, plus de 160, 100 mm de mercure. Et on est normotendu à moins 130, 85, on est en normale haute, entre 130, 139 et 85, 89 mm de mercure. Et donc, on a des seuils de mesure en dehors du cabinet médical, que ce soit en holter tensionnel ou que ce soit en automesure de pression artérielle, et les seuils vont changer, par exemple, en automesure plus de 130, 80, et en holter tensionnel, ça dépend du jour ou de la nuit, puisque vous savez qu'on est d'hyper et que notre tension artérielle baisse la nuit, et que le jour, on parle d'hypertension plus de 130, 80, et la nuit plus de 120, 75 mm de mercure. Il est important d'insister sur un certain nombre de facteurs qui sont aussi bien préventifs que thérapeutiques dans la prise en charge hypertendue, comme réduire la consommation du sel, comme avoir une alimentation saine, que d'éviter bien sûr tout ce qui est boissons alcoolisées et boissons qui ont un rôle important dans le développement de l'obésité, et puis réduire le poids qui a une valeur extrêmement importante, arrêter de fumer, faire de l'exercice physique de façon régulière. Et on sait aujourd'hui, en période de Covid, que le fait de faire de l'exercice physique a un facteur préventif, que quand vous allez faire, par exemple, une séance d'activité physique, ça vous protège pendant 24 heures. Et quand vous faites de l'activité physique régulièrement, vous êtes mieux protégé parce que vous avez une meilleure immunité. Et puis réduire le stress, c'est par exemple le fait de méditer, de faire du yoga, ça aide de façon extrêmement importante à réduire votre charge tensionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois le diagnostic d'hypertension est confirmé? Lorsque vous êtes à plus de 160
100 millimètres de mercure, à ce moment-là, il est essentiel de pouvoir traiter de façon immédiate. Et en général, on va le voir dans les nouvelles recommandations. C'est comme dans les recommandations européennes. On peut commencer par une bithérapie d'emblée, privilégiant un inhibiteur calcique plus un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Lorsque vous êtes en hypertension grade 1, c'est-à-dire avec une tension plus de 140 et une diastolique plus de 90 mm de mercure, à ce moment-là, il est essentiel comme optimal, essentiel pour tout le monde et optimal peut-être pour les plus riches, qu'il faut traiter les patients qui sont en prévention secondaire, c'est-à-dire les personnes diabétiques, les patients qui ont une maladie rénale, les patients qui ont une atteinte cardiovasculaire ou qui ont une atteinte d'organes cibles. Et il est optimal, bien sûr, de traiter ces patients et il est essentiel quand le risque cardiovasculaire est bas, lorsque vous êtes en prévention primaire, à ce moment-là, vous pouvez attendre un peu et peut-être faire des règles hygiéno-diététiques, baisser le poids, réduire la consommation de sel, faire de l'exercice et bien sûr avoir une bonne hygiène de vie et voir pour les personnes à bas risque qui ont une hypertension grade 1, qui ne sont pas en prévention secondaire, qui sont en prévention primaire, à ce moment-là, on peut voir les règles hygiéno-diététiques. Mais pour être systématique et simple, quand on a une hypertension grade 2, on traite immédiatement. Hypertension grade 1, quand il s'agit de patients à haut risque, en prévention secondaire, il faut traiter. Les patients à bas risque, on peut, de façon 3-6 mois, privilégier les effets des traitements non médicamenteux, les règles hygiéno-diététiques. Alors, quel est l'objectif des traitements? Il est essentiel de baisser la pression à moins 140-90. Donc, le vrai message, moins 140-90 pour l'ensemble des patients. Il est optimal, quand on le peut, pour les personnes de moins de 65 ans, de baisser encore moins 130-80. Et on sait que Sprint nous l'avait appris. Et puis, pour les personnes de plus de 65 ans, il faudrait, bien sûr, chercher une pression de moins 140-90. Je signale qu'il ne faut pas baisser la tension moins 120-70 mm de mercure parce qu'on peut avoir des altérations de la perfusion myocardique coronaire et on peut augmenter l'ischémie myocardique parce qu'il y a un effet donc de courbe en J parce que vous savez que quand la pression diastolique baisse trop, il y a des risques d'ischémie et d'altération myocardique. Alors, quels sont les traitements de choix qu'on doit chercher? Le traitement doit bien sûr ne pas baisser uniquement la pression artérielle, mais doit diminuer la morbimortalité cardiovasculaire. Il doit être au mieux pris une fois par jour pour couvrir les 24 heures. Le traitement doit avoir un bon rapport qualité-prix et bien sûr une efficience, une efficacité et une efficience. Il doit être bien toléré et bien sûr, il doit bénéficier à une large part de la population. Donc la prise en charge de l'hypertension aujourd'hui passe par plusieurs étapes. D'abord le diagnostic, j'ai rappelé les conditions de mesure et bien entendu les conditions de mesure et quand on a une hypertension, quelqu'un qui a moins 130-85, on peut à ce moment-là reprendre la tension 3 ans après. Quand on a une tension au cabinet plus de 135-85, à ce moment-là, on essaiera de confirmer par la mesure en dehors du cabinet médical, soit par automesure, soit par holter tensionnel, automesure 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours successifs, ou un holter tensionnel quand c'est possible. Et à ce moment-là, on confirme le diagnostic. Deuxième étape, c'est d'évaluer les patients, c'est-à-dire exclure, par exemple, est-ce qu'il y a une hypertension qui est induite par un anti-inflammatoire, par la prise de pilules. Il faudrait évaluer l'atteinte d'organes cibles, considérer les facteurs de risque cardiovasculaire, chercher les symptômes d'une cause secondaire, céphalée-sueur, tachycardie pour le vieux chromocytome ou des signes qui évoquent l'hypocalémie par ailleurs, et regarder s'il y a une adhérence, bien sûr, au traitement. Des examens de laboratoire qui sont essentiels, à savoir le sodium, le potassium, la créatinémie, l'acide urique, le bilan lipidique et le CG, et bien sûr l'abstix. Et puis, on va demander des examens, quand c'est nécessaire, des examens un peu plus poussés. Alors, le traitement est simple. Hypertension grade 2, on traite immédiatement. Hypertension grade 1, à ce moment-là, si le patient est en prévention secondaire, on traite. En prévention primaire, si le patient est à faible risque, on fait les règles hygiéno-diététiques. Alors, le traitement en pratique, on va le revoir. Quand il s'agit d'une hypertension confirmée qu'on va traiter, en première intention, on va commencer par une dithérapie combinée en mini-dose, IUC ou ARA2 plus inhibiteur calcique. Deuxième étape, IUC plus OA2 plus inhibiteur calcique à pleine dose. Troisième étape, on ajoute le diurétique. Et quatrième étape, on ajoute bien sûr un anti-aldostéronien pour les hypertensions
qui sont résistantes. Pour les sujets de race noire, puisqu'ils font fréquemment des œdèmes angioneurotiques, vaut mieux ne pas donner l'IEC, et à ce moment-là, donner plutôt l'association ARA2 plus inhibiteur calcique. Et le monitorage, qui est la quatrième étape, il faudrait regarder régulièrement et confirmer que le patient est bien contrôlé. Est-ce que la pression est moins 130-80? Est-ce que le patient tolère son traitement? Il faut le monitorer, bien sûr, les effets secondaires, le contrôle tensionnel, l'adhésion au traitement. Et quand la personne a des signes, soit d'hypertension résistante, soit de cause secondaire, à ce moment-là, on confie le malade au spécialiste. Donc, comme je l'ai dit, c'est simple. Quand on a une hypertension à traiter, grade 2 ou grade 1 à haut risque en prévention secondaire, on commence par un inhibiteur du système rénine-angiotensine plus un inhibiteur calcique à faible dose combiné. En deuxième étape, pleine dose, donc combiné, c'est-à-dire inhibiteur du système rénine-angiotensine plus inhibiteur calcique. En troisième étape, on reste toujours sur la monothérapie et on ajoute le diurétique. Et en quatrième étape, si le patient n'est pas contrôlé, à ce moment-là, on ajoute la spironolactone. Et je rappelle que les bêta-bloquants ont une indication chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, de l'angine de poitrine, de l'arythmie, qui sont jeunes, avec un syndrome sympathique ou une implication du système nerveux autonome. Alors, il y a quelque chose qui sont nouvelles et je voudrais le rappeler. Par exemple, on considère aujourd'hui que les personnes qui ont eu une prééclampsie, les femmes, ils sont à risque cardiovasculaire élevé. Les femmes qui ont fait de l'éclampsie, ce sont des personnes qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu, qui risquent de faire un infarctus par la suite, un accident vasculaire cérébral. Et on considère que les personnes qui ont une hypertension au cours de la grossesse, qui ont une insuffisance rénale, qui ont du diabète, qui ont des grossesses tardives, plus de 40 ans, ou qui ont deux grossesses à 10 ans d'intervalle, ou qui ont un indice de masse corporelle plus de 35 kg par mètre carré, à ce moment-là, l'aspirine à faible dose pourrait jouer un rôle extrêmement important dans la prévention cardiovasculaire. Et je rappelle qu'au cours de la grossesse, quand la tension est plus de 140-90 mm de mercure, à ce moment-là, nous ne disposons que des traitements classiques que nous connaissons, à savoir l'alpha-méthyldopa, l'aldomètre, la fameuse aldomètre, le bêta-bloquant, le labétolol, ou un bêta-bloquant, le mieux c'est l'abétolol, ou un bêta-bloquant cardiosélectif, et les inhibiteurs calciques, donc les inhibiteurs calciques comme l'amlodipine ou la nécardipine qu'on utilise. Alors, je rappelle que les IEC et les ARA2 et les antirénines sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Alors, dans cette association, en première intention, inhibiteur calcique plus inhibiteur du SRA, alors que choisir IEC ou ARA2? Alors, quand on cherche dans la littérature, on a une seule étude où il y a le match, où il n'y a pas d'interprétation, il y a un match direct. Et dans ce match, la comparaison du telmisartan avec le ramipril, c'est exactement la même sur les événements cardiovasculaires majeurs. Il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, lorsqu'on associe le telmisartan plus le ramipril, à ce moment-là, il y a des effets délétères importants, en particulier l'insuffisance rénale aiguë. Donc la réponse qu'on a est une réponse de match nul, pratiquement les mêmes. Mais il y a eu des méta-analyses. Et des méta-analyses, et j'avais fait une controverse avec le professeur Moustapha à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a des méta-analyses qui sont en faveur des ARA2, qui disent que les ARA2 ne sont pas inférieurs ou ils ont le même effet que les IEC. Il y a d'autres méta-analyses qui disent que les IEC ont un léger avantage, et ce léger avantage, on peut le trouver sur certaines méta-analyses, en particulier celle de Saveresi en 2013, et qui a été publiée dans Lancet, et qui montre que sur les événements composites, en particulier sur l'infarctus myocarde, les IEC font légèrement mieux que les ARA2 sur la mortalité cardiovasculaire. Par contre, sur les accidents vasculaires cérébraux ou les nouveaux cas de diabète, c'est pratiquement la même chose. Et donc, on peut à ce moment-là choisir l'association IEC plus inhibiteur calcique. Et ici, je parle du lisinopril, donc dans cette association en particulier, le Lysor qui va être lancé. Et pourquoi on a choisi cette association comme association de première intention? Et c'est pratiquement la même vision pour la société internationale par rapport à la société européenne. Pourquoi en première intention, on donne un IEC ou un ARA2 plus un inhibiteur calcique? Ici,
En particulier, on va parler de l'IEC plus inhibiteur calcique. Parce qu'il y a eu cette fameuse étude Accomplish qui a été publiée en 2008 et qui a comparé deux groupes, une stratégie contre stratégie. Bénazéprile IEC plus amlodipine versus bénazéprile plus hydrochlorothiazide. Vous voyez qu'ils ont le même effet sur les chiffres tensionnels, systoliques et diastoliques. Et par contre, sur la mortalité cardiovasculaire, sur la morbidité cardiovasculaire, sur les événements cardiovasculaires, il y a un gain, une victoire qui n'est d'aucune discussion du bénazéprile plus amlodipine par rapport au bénazéprile plus hydrochlorothiazide de 20%. Et donc, cette victoire de l'association IEC plus amlodipine a fait que cette association soit en première intention. Vous voyez que c'est sur les MACE, sur les événements cardiovasculaires, sur la mortalité cardiovasculaire, sur les infarctus du myocarde, sur les hospitalisations, sur les revascularisations myocardiques, et par rapport aux effets secondaires, on a pratiquement la même chose. Alors, pourquoi on va choisir deux molécules dans cette association, le Lysor, à savoir l'amlodipine plus le lisinopril. L'amlodipine a un effet efficace sur les chiffres tensionnels qui va se maintenir et bien sûr avec le temps et une efficacité. On sait que l'amlodipine est un des plus puissants inhibiteurs calciques et surtout antihypertenseur qui va agir sur la pression systolique et diastolique, que cet effet va être sur les 24 heures et qui va couvrir le nictémère. Quand on parle de chronothérapie, on a besoin d'un traitement qui va couvrir cette période de nocturne et qui va couvrir les personnes non d'hyper, voire reverse d'hyper, et qui va couvrir ces augmentations de tension du matin et ces risques d'accident vasculaire le matin. Donc, on a besoin de cette couverture sur les 24 heures. Et puis, ça n'agit pas uniquement sur la pression périphérique, mais dans l'étude qu'a fait, dans la pression centrale. Et par rapport à l'athénolol, on a une réduction de la pression aortique centrale dans le groupe amlodipine par rapport au groupe athénolol. On sait aussi le rôle protecteur vis-à-vis des événements ischémiques de l'amlodipine, même par rapport aux IEC. Déjà, je l'avais dit, dans l'étude Camelot, quand on compare l'amlodipine par rapport au linapril, il y a une supériorité de l'amlodipine avec une diminution de 31% d'événements cardiovasculaires, une diminution de 42% d'angine de poitrine et de 27% de revascularisation. Et dans l'étude Ascot, la même chose. Et d'ailleurs, les vendeurs d'IEC le savent, ils associent toujours dans les associations l'IEC plus les inhibiteurs calciques parce que l'inhibiteur calcique a justement cet effet sur la diminution des accidents vasculaires cérébraux, de la mortalité cardiovasculaire, de la pression aortique centrale. Et dans l'étude All-Out aussi, on démontre, donc tous concordent sur l'effet de diminution, en particulier des événements ischémiques, par l'amlodipine, qui est un excellent anti-ischémique. Et ça, c'est Camelot qui me paraît une des belles études que nous avons. C'est par rapport, vous voyez que l'amlodipine et l'impril, pour la même baisse tensionnelle, il va y avoir une différence statistiquement significative en faveur de l'amlodipine de 31% par rapport à l'enalapril. Alors, on va associer l'amlodipine à un IEC, et ce schéma est un schéma presque scolaire que tout le monde connaît, où on reconnaît ce système réunion-angiotensine qui a un rôle majeur dans les événements cardiovasculaires, et on va bloquer l'enzyme de conversion qui va, bien sûr, catalyser l'angiotensine 1 en angiotensine 2, l'angiotensine 2 qui va stimuler la sécrétion de vasopressine, qui va augmenter la pression artérielle, augmenter la réabsorption tubulaire, l'augmentation de l'aldostérone. On va inhiber l'enzyme de conversion par le lisinopril, un IEC qui est un des IEC les plus prescrits aux États-Unis, par exemple. Quand je vois un patient qui vient aux États-Unis, en général, il a du lisinopril et c'est un médicament très, très prisé aux États-Unis. Alors, quel est l'effet du lisinopril? Il a un effet sur la chiffre tensionnelle, il y a un effet de protection cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est un médicament contre la antinécrose et contre la fibrose. Il va donc diminuer l'hypoxie myocardique, diminuer la taille de la nécrose myocardique, diminuer l'action de l'angiotensine 2, diminuer la masse ventriculaire, diminuer l'excitabilité ventriculaire, effet antioxydant, diminution de l'agrégation plaquettaire, réalisation de la bradykinine, cette potentialisation de la bradykinine qui
des IEC bénéfices qu'on trouve avec les IEC qui diminuent la mortalité cardiovasculaire. Et donc, avec ce lisinopril, on a fait des études sur l'infarctus aux premières heures, l'étude JC qui date maintenant, et qui montre que donc, quand on met du lisinopril très tôt, à partir de la 24e heure après un infarctus, on a une diminution de la mortalité cardiovasculaire, diminution de l'essence cardiaque, diminution du remodelage ventriculaire, avec une amélioration de la fraction d'éjection, et bien entendu, cette amélioration de fraction d'éjection, quelle que soit la classe 1, 2, et en général, il y a un effet protecteur, un effet contre le remodelage ventriculaire à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Il y a moins, bien sûr, de façon statistiquement significative, de rupture cardiaque, d'atteinte de complications électromécaniques, de défaillance de pompe ou d'arythmie. Et on le sait, les IEC ont en effet donc de reverse remodeling post-infarctus du myocarde. Et on voit cet effet chez les femmes et chez les personnes âgées, avec que ce soit très tôt à partir de la 6e semaine, que ce soit à moyen terme, à 6 mois, où on a une amélioration du remodelage ventriculaire et une augmentation de la fraction d'éjection et bien sûr une amélioration de la qualité de vie, de la quantité de vie, une diminution de la morbidité. Le lansoprazole aussi a un effet sur les reins, un effet de néphroprotection, et cet effet se voit essentiellement chez les microalbuminuriques, où on voit progressivement cette microalbuminurie va diminuer avec le temps, se stabiliser, et donc un effet néphroprotecteur. Vous le savez bien que dans la néphroprotection, on a fait des pas énormes. Aujourd'hui, les SGLT2, juste vous rappelez que vont avoir une place de plus en plus importante, les IEC ZARA2 et Finrinone, anti-aldostéronien. Il va y avoir une étude toute récente qui vient de sortir, et peut-être, comme pour l'insuffisance cardiaque, la néphroprotection chez le diabétique va se baser sur une triple thérapie, inhibiteur du système rénine-angiotensine, inhibition d'aldostérone et inhibiteur SGLT2. Et je pense qu'il y a un chemin énorme à faire dans la néphroprotection et pour protéger ces malades diabétiques qui vont aller parfois en dialyse et qui vont mourir de leur rein. Donc, cette association amlodipine-lisinopril qui va être une association synergique, bénéfique, l'amlodipine 5, lisinopril 5 et 10 mg, alors on va avoir un meilleur contrôle tensionnel, moins d'effets secondaires, une neutralisation des effets secondaires, une amélioration de la compliance, une amélioration des facteurs de risque et bien sûr aussi il y a le prix aussi qui joue puisque le prix est une passion. Donc on le voit bien que dans une dose fixe, on a l'effet de chacun qui va s'associer avec l'autre et ce qui va donner une meilleure adhésion. On est flexible sur les doses, 5 et 10 mg pour l'amlodipine, 5 et 10 mg pour les lisinopril, et donc une grande population pourrait en bénéficier. Et vous voyez que les nouvelles recommandations sont démocratiques, ils s'adressent aux pays riches, mais ils s'adressent aussi aux pays en voie de développement, et tout un chacun de nous doit avoir un accès aux médicaments et avoir la meilleure couverture possible. Alors le lisinopril, système rénine-angiotensine, réduit la protéinurie, améliore la perfusion rénale, diminue la protéinurie et retarde la progression vers la dialyse ou vers l'insuffisance rénale. Et l'amlodipine aussi, ça réduit la protéinurie et augmente le flux rénal et augmente la natriurèse. Donc, si on associe les deux, lisinopril et amlodipine, ils vont diminuer. Alors, l'amlodipine va diminuer la pression sur l'artère afférente. Donc, on va diminuer ce traumatisme, cette hyperfiltration glomérulaire sur les reins. Le lisinopril va diminuer la pression efférente et par conséquent, on va diminuer la pression intraglomérulaire, on va diminuer la protéinurie et retarder cette progression de l'insuffisance rénale. Un effet anti-athéromateux. L'amlodipine on l'a vu sur le cœur, va diminuer cette prolifération musculaire et vasculaire, cette hypertrophie vasculaire, va empêcher la formation de fibrose et donc cette fibrose qui va avoir un effet délétère sur le cœur et sur les vaisseaux, inhiber le stress oxydatif, un effet sur la sensibilisation à l'insuline et améliorer l'insuline résistance,
améliorer le profil des triglycérides. Et on le sait aujourd'hui, les IEC restaurent la fonction endothéliale. Le lisinopril, donc, en plus de l'effet de l'amlodipine, donc il va y avoir une association des effets comme effet anti-athérosclérotique qui vont s'ajouter et ces effets vont être complémentaires pour empêcher cette progression de l'athérosclérose. Et à un certain moment, on s'est posé la question, mythe ou réalité? C'est une réalité. On peut faire retarder, voire régresser l'athérosclérose. Alors, Ahmed, la cardioprotection, Ahmed, est-ce que tu m'écoutes? le lisinopril va, Ahmed, par effet IEC, diminuer la post-charge, diminuer la procharge, prévenir le remodelage, augmenter les bradykinin, améliorer la vasodilatation et faire régresser l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'amlodipine va réduire les besoins en oxygène du myocarde, augmenter l'apport de l'oxygène au niveau des cellules, améliorer la vasodilatation, réduire l'entrée de calcium dans les cellules et faire régresser la masse ventriculaire gauche. Donc, on a deux molécules qui sont complémentaires et bénéfiques. Et en termes d'efficacité, plus on va augmenter la dose, plus on va aller vers, et comme on a dit tout à l'heure dans les recommandations, on va commencer par de faibles doses, donc association IEC plus inhibiteur calcique, et puis quand on place à pleine dose, à ce moment-là, on a pratiquement 80% qui vont être équilibrés Ahmed, et qui vont être stabilisés. Ahmed, et voir est-ce que tu m'entends? effets cardiovasculaires qui vont être diminués. Et même, on l'a vu, on le sait aujourd'hui, les associations, par exemple avec les ARA2 ou les IEC par rapport à l'amlodipine, diminuent les effets secondaires, en particulier les œdèmes des membres inférieurs. Et aujourd'hui, donc l'association lisinopril-amlodipine diminue justement les œdèmes et on a beaucoup moins d'œdèmes quand ils sont associés. Donc on a cette association qui va diminuer les effets secondaires et en particulier les œdèmes. Docteur Benis. Oui. Ahmed, Ahmed, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. On a pris beaucoup de retard, s'il te plaît. Est-ce que tu peux conclure? Merci beaucoup. Oui, je vais conclure. Merci, mon ami. Sûr. Mais ce n'est pas moi qui ai entraîné le retard, hein, je te signale. Voilà. Donc, les safety. Alors, bien entendu, l'amlodipine diminue les membres inférieurs. Le lisinopril va donc être associé, bien sûr, à l'amlodipine. Et voilà ma dernière diapositive. J'allais justement terminer. Alors, on a 2 en 1. Le contrôle tensionnel, la tolérance du traitement à court et à long terme et la prévention des complications à long terme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ahmed, pour cet excellent exposé, comme d'habitude. C'est vrai que c'est une molécule qui a prouvé son efficacité. Elle est très largement diffusée dans un grand nombre de pays. Et bon, ce n'est que dernièrement qu'elle a vu le jour un petit peu au Maroc. Donc, elle est vraiment la bienvenue en association avec l'amlodipine. Voilà, merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup à Atlas Pharm, groupe Technimed pour cette participation. Malheureusement, on ne pourra pas prendre de questions parce qu'on est pris par le temps et je passe la parole à mon ami.